Dessiner les humains en pleine action, c'est pas un truc qui me plaît. J'aime pas ça. J'étais là, bon, avec les animaux, je peux d'une part ne pas rendre ça sexy, parce que c'est des animaux, et garder mon style très cartoonesque, où en fait, je les imbrique juste, quoi, l'un sur l'autre. Oui. Je prends un toucan, je prends un serpent, plap, et puis voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Et ouais, si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi. Et ça, on y croit. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et de recevoir une contribution financière de la part d'une communauté. Oui, parce qu'en fait, la créativité, c'est quand même plus sympa quand c'est partagé. C'est clair. Et souvent, quand on est créateur, qu'on fasse de l'illustration, de la musique, du podcast, on le fait rarement juste pour soi. Et puis on a besoin d'un espace aussi pour s'exprimer et pour pouvoir partager en fait le contenu. Alors on peut partager sur Instagram et sur les réseaux. On sait tous que déjà créer c'est cool, mais que le temps c'est de l'argent malgré tout et que c'est toujours sympa d'avoir un petit retour sur une contribution. Voilà. Ce qui est chouette avec Patreon, c'est que c'est une plateforme qui vous permet de créer, d'entrer directement en contact de vos fans et de recevoir une contribution. Et les fans en retour, ils aiment toujours bien connaître un peu les coulisses, avoir des contenus exclusifs, des petits bonus, etc. Avoir une proximité aussi avec la personne qui suit et dont ils adorent le boulot. Exactement. Et c'est que pour les personnes qui soutiennent sur Patreon. Donc, si vous avez envie de développer un projet et de rassembler une communauté autour de votre projet et de vous faire payer pour ce que vous aimez. En peer-to-peer. Voilà, exactement. Et du coup, Patreon, c'est une solution. Pour en savoir plus, visitez patreon.com. Voilà. Alors, Laurent, comment ça va ? Écoute, très fatigué, Jérémy, parce que mais la période est vraiment difficile avec le Covid, le manque de soleil, quoi qu'il revient un tout petit peu. On va pas faire un bulletin météo, mais ça fait super plaisir. Moi, je vois les samedis quand on va au foot avec mon fils, c'est quand même cool qu'il y ait un petit rayon de soleil, tu vois, c'est agréable. C'est cool. Non, mais c'est vrai, t'as été vraiment sous une masse de travail. Ouais, c'était assez prolifique, on va dire. Là, tout ce mois de février, et donc voilà. Mais t'es toujours là. Le repos. Mais je suis encore là, encore vivant. Still alive. Et toi, Jérémy ? Moi, ça va aussi. J'adore ma vie en ce moment. Non, mais vraiment tout ce qu'on c'est cool, tu kiffes ta life. C'est bien. Non, mais c'est vrai. Et ce qui se profile pour moi, c'est que ma femme va reprendre le travail et moi, je vais être papa au foyer. Donc, je vais beaucoup m'occuper de mon petit bambin. Et voilà, c'est une aventure pour moi aussi. Ah oui, parce que là, tu vas devoir jongler entre les activités de papa et les activités d'illustrateur et de podcasteur. Mais voilà, en tout cas, pas de souci. Toutes les 2 semaines, Sens Créatif sera là. Mais ça va être mon petit boxon à moi. Donc ça, c'est un petit peu nos petites actualités. Alors, je dirais pas que je t'envie, mais cool. Ouais, non, mais je suis vraiment content de vivre ça. Je vais voir, je vous raconterai peut-être... Voilà. Alors avant de plonger dans l'épisode du jour, on a une petite annonce à vous faire. Oui. Donc est-ce que vous avez déjà écouté, si je ne me trompe pas, il est sorti la semaine dernière, le premier épisode du Patate Club podcast, qui est le tout nouveau format produit par Sens Créatif. Et qui est présenté et animé par Mehdi aka Lutostinato. Voilà, qui fait partie de la communauté du Patate Club. On est très très content de lancer ce nouveau format. Si vous aimez l'illustration, le graphisme, tout ce que vous entendez sur Sens Créatif, et que vous n'en avez pas assez, on vous invite à aller vous abonner dès maintenant. Là, arrêtez-vous et allez vous abonner sur vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast. Écoutez la bande-annonce, le premier épisode qui est sorti la semaine dernière avec Francis Chouquet. J'adore, il est vraiment hyper cool. Francis Chouquet qui fait partie du Patate Club. Et donc, en fait, le principe de ce podcast, ce sont des interviews avec des membres du Patate Club et du collectif Patate. Voilà, on prend le temps de découvrir des personnes et c'est vraiment super. Donc voilà, pour le prix d'un podcast qui est déjà gratuit, vous en avez 2 et on vous invite tous à suivre nos 2 podcasts. Et habituellement, d'ailleurs, il y aura un épisode du Patate Club podcast qui sortira la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode de Sens Créatif. Donc allez écouter ça, c'est de la bombe. Et aujourd'hui, on vous réserve un épisode tout à fait particulier puisque c'est un comeback. Absolument. Emily Gleason returns. Alors, Emily Gleason, qui est-elle ? C'est une autrice de bande dessinée belgo-mexicaine que je suis super fan. J'ai déjà reçu dans l'épisode 28. Elle a 29 ans et toutes ses dents. C'est elle qui le dit. Elle est nulle cette blague, mais ok. Ouais, c'est la sienne. Ouais. À l'époque, je l'avais reçue pour Tête drôle de Coco qui m'avait complètement retourné le cerveau. Ouais, prix Révélation à Angoulême en 2019. Ouais, on était revenu sur son parcours. Donc dans cet épisode, on ne va pas revenir sur son parcours, mais on y revient. Mais donc à l'époque, voilà, on avait parlé de ce prix qu'elle avait reçu, comment ça avait changé un petit peu son parcours et de cette bande dessinée qui est absolument folle. Elle est également l'autrice d'autres
œuvres et autres bandes dessinées. Notamment toute une histoire pour un sourire aux fourmis rouges. Ouais, qui est trop bien. J'adore cette histoire. Comment survivre aux éditions Lapin, qui est complètement... c'est vraiment une grosse déconnade et c'est très très marrant. Puis un peu des sorties aussi un peu plus confidentielles, comme Jean Schreck a peur des maisons à l'artichaut. Ouais. Qu'on adore. Oui, cette histoire est complètement dingue. Vraiment très très cool. Et puis aussi Je perds pas la boule aux éditions Revival avec le joueur de foot. Vikash Dorasso. Voilà, exactement. Coucou Vikash, j'espère que tu nous écouteras un jour, Vikash. Oui, ce serait très cool. Ouais. Coucou. Et aussi, du coup, de l'origine du monstre au requin-marteau. Voilà, c'est son nouvel album. Voilà, BD. qui est sorti il y a quelques mois et qui est sorti dans la collection BDQ. BDQ. Voilà. Et donc, c'est de ça dont nous allons parler. Ça va parler de quoi alors ? De cul. De cul, exactement. Donc. Mais pas que. Pas que. On va parler aussi zoophilie. Oui, tout un programme. Du coup, on vous en a déjà parlé. Donc, dans cet épisode, on discute de sa bande dessinée, de l'origine du monstre et de ce que ça fait de publier une BD pornographique dans la célèbre collection BDQ aux éditions Les Requins-Marteaux. Voilà, donc on va forcément parler d'animaux si on parle zoophilie, et on va aussi parler du penchant un petit peu scatologique de l'humour d'Émilie. Oui, donc attention, les pipi caca-proutes vont fuser dans cet épisode, mais c'était très cool. On discute aussi de son processus créatif, comment elle a construit son histoire, comment elle continue d'expérimenter graphiquement d'un projet à l'autre. Dans l'origine du monstre, dans l'origine de la montre, non. Dans l'origine du monstre, clairement, elle s'est lâchée et c'est vraiment fou. Enfin, moi, de toute façon, à chaque fois que je vois une nouvelle bande dessinée d'Émilie, ça m'explose le cerveau et j'adore. Puis derrière un petit peu le propos pornographique, on verra aussi le message caché qui est en fait une ode aux animaux, quoi, tout simplement. Oui, on ne pourrait pas s'y attendre. Voilà. Mais il faut, on n'en dit pas trop parce qu'il ne faut pas spoiler. Non. Pour continuer dans le truc un peu scatologique, on parle aussi de son exposition Émilie Gleason aux toilettes. Hyper fun, du vécu. Ouais, qui est sorti à la Galerie Ars Factory à Paris. On lui a demandé ses références en matière de BD érotico. Ouais, alors là, vous allez peut-être être surpris. Ouais, c'est clair. On ne dit rien, mais vous allez peut-être être surpris. Absolument. Il n'y a pas que Manara. Ouais, oui. On parle de ses inspirations cinématographiques et de ses séries préférées. Ouais, parce qu'elle a vraiment un vrai goût du cinéma et elle en parle très bien. Pour finir, de son rapport à l'échec, des moments parfois pas simples. Et on termine avec ses projets de rêve. Voilà, et puis une petite chanson. Une petite chanson, voilà. C'est la chansonnette. On n'en dit pas plus. Écoutez tout l'épisode avant d'aller écouter la fin. On n'en dit pas plus. Voilà. On vous laisse écouter du coup ce nouvel épisode en compagnie d'Émilie Gleason. Bonne écoute. Bonne écoute. Les auditeurs ne le savent pas, mais on est chez toi, à l'extérieur, on entend les avions passer, on a vu les originaux dans la chambre oui, un avion, merde. d'Émilie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on se retrouve, on s'est vu il y a 2 ans pour la première interview, et tu allais déménager ici. C'était un tournant de ta vie, et maintenant tu t'apprêtes à redéménager. Tu vas bouger. Ouais. Tous les 2 ans. Ici, on est dans ta maison d'enfance. Alors, je suis arrivée à 6 ans. Ouais. Ici, on a Anthony. Elle n'a pas tant changé, si ce n'est qu'elle est bleu foncé maintenant. Et ouais, c'est un peu mon pied à terre où je sais que j'aurai toujours. Mais t'as vécu ici 2 ans. Genre, t'es parti et puis après t'es. 5 ans à Strasbourg, 3 ans à Paris, et puis je suis revenue là quand mes parents ont dû aller à New York pour le boulot. D'accord. Et la maison se retrouvait sans personne en l'espace de 2 semaines, 1 mois, donc je me suis dit c'est l'occasion pour moi d'adopter un chien parce que c'était mon rêve et qu'on a un beau jardin quand même. Et surtout d'être freelance, quoi. J'avais plus à aller à Paris tous les jours. Ouais. Vous êtes venu en RER, je pense. Oui. On confirme. Pas de problème, non. On a fait 2 RER. Mais je me souviens, tu venais de passer freelance après Tête drôle de coco la dernière fois. C'était genre ton prix à Angoulême t'avait permis de. Alors j'ai eu mon prix passer... fin janvier et je suis devenue freelance en septembre. C'est ça. De la même année, ouais. C'est ça. Donc quelques mois, 6 mois, je pense. Du coup, quand tu fais un petit. On va parler de cul évidemment aujourd'hui, de plein de choses, mais quel regard tu portes sur les 2 dernières années, tes divers projets, etc. Alors je suis vraiment heureuse d'être freelance, c'est un truc qui me faisait peur. Je me rends compte qu'en fait ce qui me motive c'est quand même d'avoir quelque chose à la fin du mois et de pouvoir en vivre, et donc c'est ce qui me lève chaque jour. Et parce que pour rappel, avant tu travaillais pour... pour ça et là. Voilà. Relation presse et libraire pendant 3 ans en fait. Et ça m'a appris tout le milieu de la BD, c'était incroyable. Et en fait, je ne sais pas dire non. Donc je me suis retrouvée à devoir gérer ça et là en 4/5e, puis à mi-temps et faire 2 projets BD, plus toutes mes presses. Et c'est là que je me suis dit, bon, Émilie, il faut que tu arrêtes les conneries. Tu gagneras peut-être plus si tu avais ton temps libre constamment. Et je regrette absolument pas mon choix. Ouais. Là, c'est trop bien. Je me vois plus jamais remettre les pieds dans un bureau ou avoir des horaires qu'on m'imposait ou manger avec mes camarades à une heure précise ou ce genre de truc. Je fais ce que je veux en fait. Et c'est incroyable. Trop bien.
Bon, bah donc du coup, plongeons dans le sujet. Tu viens de sortir l'origine du monstre, et je me souviens qu'il y a un BDQ, c'est comme ça qu'on dit, c'est pas une BDQ, c'est un BDQ. Oui, un BDQ. Un BDQ. Oui, c'est important de préciser. Soyons précis. Et je me souviens qu'en 2018, je crois, quand tu es passé sur le podcast Exquise d'Alexandre Soubrier, wow. T'avais déjà mentionné le fait que t'aimerais peut-être un jour faire un porno. Enfin, une BD. Un porno trash avec des Marvel. Voilà. Oui, waouh. Qu'est-ce qu'il est devenu ce projet? Ah là là. Bah alors je l'ai soumis à Ciseaux et à Felder. Et mon idée, effectivement, ma toute première idée de BDQ, c'était inspirée d'une nouvelle de Jodorowsky qui s'appelait La vie sexuelle de l'homme élastique. Et je trouvais ça génial parce que c'était ouvert à tout, quoi. Et j'avais fait un fanzine étant plus jeune, Play-Doh, qui parlait justement de ça, d'un homme qui peut se démembrer comme il veut, une peau élastique, et donc évidemment une bite qui peut prendre toutes les formes du monde. Et en fait, ça allait nulle part. J'avais pas de début, milieu, fin. Donc ils sont ensuite venus vers moi, mais des années après, après TED, avec tout ça, en me disant on veut que tu fasses un BDQ, si jamais tu as une idée autre que celle-ci, hésite pas. Ah zut, donc ça c'est pas du tout passé, quoi. Non, même moi je savais même pas quoi raconter. Enfin, l'idée était drôle. L'idée était drôle, mais peut-être pour 3 pages, pas pour 160. Et donc là, en fait, j'ai dit ok direct parce que c'est un de mes rêves, sauf que j'ai réalisé que je ne savais pas du tout dessiner de cul, d'une part, et que de l'autre, c'est que ça m'embêtait presque, quoi. Je suis très prude, mine de rien, donc j'étais là, waouh. Pourquoi c'était un rêve, du coup? Parce que c'est une collection, j'adore tous les auteurs et autrices qui sont dedans, et à ce côté, j'ai envie de faire partie de ça, quoi. Ouais. Oui. Un BDQ, c'est un nom très beau à part monde entière. dedans. C'est le numéro 27. Hein, ouais. Déjà. Ouais. Ouais, je suis. Non, du coup, là, je suis trop heureuse, c'est un honneur. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une idée et à la mettre en forme et en dessin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant le premier confinement, j'ai téléchargé tous les livres de porno mexicains, les petits feuillets que tu peux acheter à 3 centimes dans la rue, avec des femmes, des zozos comme ça, là. Et je décalquais sur mon iPad juste pour me faire la main, pour. Enfin voilà, après c'était du zoophile souvent, donc oui, on va en parler, ça. Ah mon dieu, ouais. Je te laisse que je me mate un porno zoophile pour documentation, et très vite j'ai fait non. Pourquoi l'angle zoophile, justement? Parce que dessiner les humains en pleine action, c'est pas un truc qui me plaît, j'aime pas ça. J'étais là, avec les animaux, je peux d'une part ne pas rendre ça sexy, parce que c'est des animaux, et garder mon style très cartoonesque, où en fait je les imbrique juste, quoi, l'un sur l'autre. Oui. Je prends un toucan, je prends un serpent, plap, et puis voilà. Population graphique. Et donc c'est ça qui me plaisait, d'une part dessiner les animaux aussi, je trouve que c'est important. Enfin, il y a plus de diversité que chez les humains. Oui. Et avant de dessiner des choses qui rentraient dans les culs, tu dessinais des choses qui sortaient des culs. Parce que je crois que tu as une fascination pour la pétomanie. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est vrai, ça. Alors c'est drôle, on m'avait fait réaliser que dans TED, il y avait vraiment plusieurs parties où je dessinais des toilettes. Et en fait, non, dans toutes mes BD, quand j'étais étudiante aussi, tu as toujours ce moment-là qui débarque. Et je pense que d'une part, c'est que c'est pour moi une des actions les plus humaines qu'on ait. C'est manger, dormir, et chier, faire caca. Faire caca. Tu as énormément de BD ou de films ou de romans, n'importe quoi, où t'effaces ça, quoi. Les mecs font leur vie, mais jamais tu les vois manger, jamais tu les vois pisser, alors que c'est quand même un truc qu'on fait constamment et que tout le monde sait. Enfin bref. Et donc ça, c'est devenu un peu un point d'honneur. Dans l'intimité. Ouais. Et ouais. Et en fait, ma consécration, c'est donc l'Expo Art Factory il y a pas longtemps, parce que là, je vais pas juste insérer une planche de toilette, je vais carrément faire une expo complète où je vais me mettre moi, égocentrique que je suis. Et l'idée là, c'est parce que c'est vrai que tout au long de ma vie, toutes les toilettes que j'ai pu rencontrer, je me rends compte qu'elles sont, c'est vraiment l'unique endroit, pas l'unique, non, j'exagère, mais c'est un des endroits de chaque maison d'appartement où les gens se lâchent un peu et se permettent des décos complètement folles, parce que tu es juste assis à faire tes affaires et à regarder les 4 murs autour de toi. Et puis il y a souvent quelque chose à lire. Tout le temps, et c'est trop bien. C'est génial. T'as une part de la personnalité des gens, en fait, qui Mon fils il s'y met aussi, il a 3 ans et il se met à bouquiner et à dire c'est bon, tu peux me laisser, il lit sur les toilettes, quoi. Le mien passe du temps dans les toilettes aussi. C'est normal. Je dessinais sur les murs, moi. Mais lui, il invente des histoires, hein. Il lit même pas, il se raconte des histoires dans les toilettes, donc on vient à la porte. C'est trop mignon. Viens l'écouter. On n'a pas vu les toilettes chez toi, il faudrait que tu nous les montres. Tu nous as dit où c'était, mais est-ce qu'ils sont décorés Non, maintenant ma maman est revenue. J'ai un peu enlevé. Si, quoique, si, on pourra. Il y a des photos de moi. Et elle change tous les 6 mois. Ça, c'est un autre truc comme mon salon, en fait. Vous changez la déco tous les 6 mois? Je change dans les toilettes. Tout le temps. Ça, j'adore. Il faudrait qu'on le fasse, nous. Ouais. C'est important. Surtout dans mon studio, c'est vrai que j'ai tendance à toujours mettre énormément de dessins sur mes murs, parce qu'ils m'abreuvent, ils me nourrissent quand je crée. Et que j'ai besoin de les changer comme tu changes de slip, quoi. Enfin,
mais c'est marrant, tu dis que t'es plutôt prude, mais genre caca, prout, cul, tout ça. C'est différent que le cul, c'est pas tu sais, une intimité entre deux personnes, c'est pas du désir autre. Le caca, c'est la base de l'humour de toute façon. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle un le humour. scatologique. Ouais. On dit pas un humour sexuel, mais alors un humour scato. Ouais. Enfin, je pense, non? Ouais, ou Oui, de l'humour oui, mais pipi oui, bien caca, sûr, ouais, ça comme se on dit, dit, carrément. ouais. Souvent, l'humour sexuel, c'est ou misogyne ou homophobe ou des trucs du genre, et donc c'est moins. Ça fait moins rire, tout bêtement. En tout cas, c'est un vrai Non, mais truc. plus juste Les quelques reviews que j'ai lues sur ta BD ou les quelques personnes avec qui j'ai parlé de cette BD, tout le monde dit genre, punaise, elle s'est lâchée. Quoi. Elle s'est lâchée, mais totalement. Alors, c'était en plein confinement et j'étais ultra misanthrope. Je n'osais même pas sortir de ma maison à ce moment-là. J'ai eu une espèce de blackout de vide. À cause du Covid Plus à cause des gens, je dirais. En fait, je me suis retrouvée enfermée à lire Twitter, à vraiment essayer de me politiser, parce que je ne le suis pas du tout. Et je suis tombée dans la boucle de... on me veut du mal, je suis une femme. Enfin, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'étais, de ce que je risquais en sortant, et je crois que j'ai un peu psychoté, même trop. Enfin, même faire les courses avait été compliqué. Ah ouais, non, c'était super dur. Donc maintenant, je suis en train de travailler ça, de retrouver une vie normale, en fait, tout bêtement. Mais je le ressens en relisant mon livre, je ressens à quel point j'avais peut-être une peur et une haine envers le monde extérieur. J'allais te demander, est-ce que tu es zoophile ou misanthrope, tu vois? Non, zoophile, pas dans le sens sexuel, justement, mais ouais, je porte plus d'amour aux animaux qu'aux humains, je pense. Ah oui. Ouais, j'apprends beaucoup d'eux, d'où mon chien. Mon chien, c'est lui qui m'éduque, c'est pas le contraire. Tout ce qui est tolérance, amour, instinct, l'hypocrisie n'existe pas chez les animaux. Enfin, il y a énormément de points qui rendent une personne quand même bien plus importante. Je sais que c'est Aude Picot avec DS qui m'avait aussi... en fait, je peux m'inspirer de la Bible, prendre une histoire que tout le monde connaît et en faire ce que je veux. Et ça, c'est vrai que ça aide. Aude Picot, je connais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait DS, elle a fait Comtesse, qui est le premier. Ah oui. Et puis DS, où là... C'est aussi un BDQ. Ouais, c'est des BDQ. Moi, j'avais que vu Comtesse, mais j'avais pas... Écoute, ok. Il faut absolument que tu lises celui-là. Tu connais, toi? Non, pas du tout. Okay. Oh là là, c'est un de mes favoris. Ouais. Avec le Olivier Taxier. Ouais. Ah ouais. C'est Adam et non plus Ève. On va se faire notre collection BD. Je me suis acheté Babyface il y a pas longtemps. Oui, je l'ai aussi. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai vachement bien aimé. Je trouve que ça va dans tous les sens et son trait, il est justement, c'est ultra décomplexé. Ouais. C'est sexy sans être sexy en fait. C'est genre. C'est ingénu un peu. Enfin, je trouve que je m'apparente beaucoup à cette. Oui. Moi, c'est ce que je t'avais déjà dit. Dans ton boulot, le côté élastique justement, le côté ça va dans tous les sens, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ton boulot et j'ai retrouvé ça. Chez elle aussi. En vrai, c'est le premier BDQ que j'achète, c'est le tien. Donc c'est toi qui l'as eu bien au début. La même, j'ignorais. Mais du coup, Aude Picot, elle en a fait un sur... Oui, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui parle d'Adam et pas Ève, mais la fille qui était avant et qui en fait n'était pas aussi docile que l'Ève qu'on connaît. Bref, et en fait, je sais plus le nom de cette femme. Mais voilà, tu suis en fait la première femme de l'humanité. C'est vraiment inspiré de la jeunesse et de Genèse. Oui. Donc ça t'a inspiré les petits fanzines porno mexicains. Oui, à mort. Ouais, je pense que ça se voit dans les scènes aussi. Et pourquoi la Genèse? Pourquoi tu as voulu traiter de ce sujet-là? Alors le déluge, d'une part pour les animaux, parce que j'étais là, il nous faut une histoire où... Avec des animaux. Parce que le déluge, tout le monde sait, mais c'est vrai que personne ne sait ce qui s'est arrivé ensuite. Et théoriquement, donc Noé, je ne vais pas vous faire un cours de la Bible, mais il avait 3 enfants et c'était 3 hommes. C'était 3 hommes, voilà, exactement. Et j'ai fait merde, ça manque de meufs. En plus, sa femme meurt, elle n'a pas de nom dans la Bible, ça sonne tous les Ils avaient ramené leurs épouses aussi. Oui, enfin, voilà, y a les épouses, tout un contexte. Enfants, voilà. 306 ans, enfin, ce genre de trucs. Donc j'ai lu un extrait de la Bible, j'ai fait maintenant, je vais imaginer, sans me mettre de barrière, la suite. Parce que voilà, le bateau, le déluge s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Il fallait... Alors là, je lisais aussi, c'est sûrement important à dire, mais pendant le confinement, je me suis inscrit au masterclass, tu sais, des mecs qui te donnent des cours de scénario ou autre, où c'était une lacune que j'avais, parce que je ne faisais pas de scénario, moi je dessine directement. Et là, j'avais envie de me professionnaliser un peu. Mais quand tu dis tu dessines directement, je veux dire en TED par exemple, j'avais une page blanche et... Ah non, mais rien. En fait, tu te lances tout de suite. Ah ouais. Ah oui, et ça me manque un peu, mais j'y arrive plus maintenant, je me sens obligée... De savoir où je vais, quoi. Alors que TED, mais je ne savais même pas ce qu'il y avait à la case d'ensuite. C'était, c'est incroyable. C'est ouf, ouais. Je suis retombée alors parce que ça se ressent pas, quoi. C'est vrai. Ouais. Cool. C'est vrai. Puis ça a été dessiné sur 2 ans. Moi, je vois très bien les moments où j'ai évolué dans le dessin, où et les compos. Enfin, je les revois et je vois ce que je pourrais refaire ou ce que je n'aurais pas fait si je le refaisais maintenant, quoi. Mais j'avais donc par spontanéité, mais une liberté même où j'étais bleu.
Là, donc, je me suis dit, je vais envoyer à Ciseaux un dossier, quoi, avec des recherches de personnages, ce que je n'ai jamais fait. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus stylisés, avec un début fin. Et surtout, voilà, j'ai essayé de me dire, je vais essayer de construire une histoire comme les épopées et blockbusters d'Hollywood, etc., où tu as l'intrigue, l'acte 1, l'acte 2. Donc j'ai regardé tous les cours de Pixar qui m'a donc au fur et à mesure donné cette histoire que je trouve ficelé. Enfin, voilà, t'as l'intrigue, t'as Sam qui est la personnage principale. Je voulais évidemment une femme, bref, et ces animaux que j'humanise, enfin qui parlent et qui se comprennent. Et donc c'est un monde vraiment à part entier. Et je voulais une fin comme elle est. On va pas spoiler, mais on en a parlé de cette fin. On a eu un petit débat là-dessus. Très intéressant. Mais enfin, on peut en parler quand même un petit peu sans dévoiler la fin. Mais voilà, on peut essayer. Tu dis, vous allez trop loin là. Voilà, on peut faire ça. En gros, il y a un twist à la fin en fait qui laisse à imaginer ce qui s'est passé entre certains personnages. Et oui, là on dévoile rien. Voilà. Donc et du coup en fait cette fin là, est-ce que tu l'avais vraiment dès le début, ou est-ce qu'elle est ou est-ce que tu es revenu sur une idée que tu avais Non, c'était dès le début. Je pense que c'est instillé aussi vraiment à plusieurs mesures. Voilà, parce que ça oriente aussi ton propos. Dans la BD, peut-être des fois trop. Ce serait mon seul regret, je crois. Ah ouais. Comment ça oui, c'est vrai. J'avoue que c'est un très bon indice. Oui, mais bon. Mais non, je voulais une note quand même. Ça, dans les premières pages, on voit Sam qui a le mal de mer. Voilà. Oui, elle a le mal des transports. Elle a le mal des transports. Et ça, c'est ça que je voulais sortir. Peut-être deuxième. I got it. Non. Les auditeurs iront lire pour saisir ce qui est en train de se passer autour de cette table. Mais il y a vraiment des moments hyper dramatiques, hyper touchants, où dans ton cadrage, on se croirait presque dans un film, en fait. Alors pareil, c'est ça que je voulais, dans le sens où c'est vrai qu'à la lecture des BDQ, il y a peut-être, sans certains, un truc qui m'a gêné, où le cul va empiéter l'histoire. Et moi, c'est vrai que que ce soit pour cette collection, pour n'importe quelle BD ou n'importe quelle narration, moi j'ai besoin de la refermer, de me dire waouh, j'ai vu un film, quoi, tout bêtement. Enfin, c'était ça l'idée. Donc le déluge est venu comme ça, c'est que j'avais besoin d'un pitch où le sexe était essentiel et primordial, était le centre du truc, sans pour autant. Oui, il est là à chaque page en fait. Oui, c'est ça en fait, tout le temps. Mais sans que je le décide. Il y a tout le ou de la nudité, mais. Enfin, il y a des. En fait, le sexe est dans l'idée où elle doit tomber enceinte pour perpétuer la race humaine. Et ça, c'est l'idée principale, c'est ce que tu ressens à chaque fois, c'est sa quête. Et je me suis dit, là, je vais pas me perdre à raconter une histoire sans fond et juste à dessiner des scènes dès que les personnages sont désœuvrés, ils copulent. Oui. Ils savent pas quoi faire, on y va. J'enlève la fourrure et j'y vais. Mais tu voulais que ça aille au-delà de ça, qu'il y ait une vraie intrigue, une vraie histoire et des vrais moments touchants. Oui. D'une part, et de l'autre parce que c'est vrai que en fait, je me suis posée devant le livre et j'ai fait mais sexe, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, c'est ce qui est touchant, j'en sais rien, mais c'est que pour moi c'est avant tout de la violence, je sais pas comment le dire autrement, c'est que je n'ai pas de bonne expérience là-dedans. Le porno et l'érotisme, c'est pas un truc qui m'attire en fait tout bonnement. Donc j'étais là, écoute, moi c'est le Olivier Texier qui m'a plu, Beat Fighter, parce que justement ça montrait autre chose. Je le connais mais je l'ai pas lu, tu vois quoi. Là, il est superbe. Et mais il est violent aussi. Il est très violent. J'étais là, je peux faire un truc pareil. Pardon, que je peux en fait raconter ça comme je veux. Et donc c'est là peut-être que je me suis lâchée, c'est que j'ai dit, il y a une scène qui est très forte, et je sais que beaucoup de gens me disent, est-ce que tu étais obligée, etc. Et je sais que je suis partisane, moi, pour ne peut-être plus montrer ce genre de violence vis-à-vis des femmes, parce qu'on la banalise. Sauf que là, mon autre problème, c'est que je voulais montrer l'homme comme dans toute sa splendeur, avec des énormes guillemets. Oui, en fait, tu dépeins les hommes un peu comme des gros cons. Mince, con, ça va pas. Comme des grosses bites, non, ça va pas non plus. Des cochons. Comme des gros cochons. Comme des cochons, c'est gentil. Il n'y a pas un homme. Non, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà, ils se complètent, et donc tu as plusieurs prétendants, et ils ont tous une particularité propre à eux, et qui montre, qui dépeint plusieurs types d'hommes. Oui, ça a plusieurs archétypes d'hommes. Parmi tant d'autres, bien sûr. Mais donc, du coup, tu voulais pas tomber dans quelque chose de sulfureux, c'était pas du tout possible pour toi. Même pour moi, non. Non, pas du tout. Je pense que je vais m'éviter au maximum, justement, des scènes pareilles. Et les éditeurs, ils étaient tout de suite partants. Franchement, oui, c'est ça qui m'a plu. Donc, c'est surtout Ciseaux qui m'a accompagné.
on en parlait au fur et à mesure, et il n'a jamais été question de me dire « Ah mais là, ça manque de cul, il faut que tu en dessines plus, rajoute des scènes. » Il y a une charte, en fait, chez BDQ, de choses qu'on a le droit de faire, de choses qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce qu'il y a des limites, des frontières ? Liberté imparable. Ah, voilà. Non, c'est impressionnant, et c'est génial, ça. Ah oui, oui. Justement, où en fait, je pense que tu leur proposes un pitch, et là, ils vont te dire « Ok » ou pas, en fait, parce que l'histoire est aussi importante. Enfin, surtout, oui, mais que c'est pas un focus sur le cul, ça vient en même temps. Donc, t'en as qui vont vachement jouer à ça. Je pense à Don Guillermo, qui, pareil, j'adore ses... J'ai oublié le nom, mais cette femme à lunettes. Merde. Ah, il n'y a pas le oui. Ah, il n'y a rien. On le met dans les notes. Il y a Claudette, oui. Antoinette, un truc. Elle fait du ski, elle va à la plage, un peu comme les bronzés. Et tu pars en vacances avec elle, quoi. Et moi, j'adore parce que là, du coup, c'est une BD que tu lis pour rire. Moi, je voulais pas ça non plus. Je voulais peut-être un peu comme maintenant. Là où je dirige mon travail, c'est de toujours faire réfléchir. D'accord. Bêtement, mais par tous les moyens possibles. D'où l'humour, d'où le trash, d'où le truc. Mais avec un fond, quoi. J'arrive plus à dessiner si j'ai pas de. Mais t'as toujours eu un fond, j'ai j'ai pas mon l'impression. chevalier blanc derrière. Depuis le début, t'as toujours eu un fond. Mais pas mes toutes premières BD. Moi, c'est vrai que souvent, je parle de Mickey Bull, Oui. Salt and Pepper, qui était ma première BD, a été publiée aux États-Unis. Avec le Mickey, là. Oh my god, ah oui, non, en fait, je leur lis. Il y a une part où je me retrouve quand j'étais jeune et bête et insouciante, quoi. Mais de l'autre, c'est quand même. Alors, Laurent, je sais pas si tu vois de quoi ça parle, mais c'est. Non, celui-là, je le connais pas. C'est 60 pages d'un Mickey qui pète, quoi. Et il est Bah, là. de nouveau. Il me semblait bien. Mais il le sait pas, et en fait, voilà, mon intrigue, c'est qu'il pète et il le sait pas. Ah oui. Et c'est tout. Enfin, je dis rien d'autre. Et, Oui, c'est la base de un l'intrigue. mec se dit, tiens, je vais publier Ça, c'est cette du meuf pitch. qui a même pas. J'avais quoi, 20 ans, ouais, enfin 22. Quand je suis allée là-bas, oh mon Dieu, et je me dis, ok, donc la BD a l'air d'être quand même très ouverte, je peux faire ce que je veux, mais pourquoi pas donner un peu plus de fond à mes histoires, comme Comment survivre, où là c'était aussi mêlé fun et... Oui. et... C'est grosse déconnade aussi, comment Ouais. survivre. Mais toujours avec ce côté... Tête de Coco a commencé à mettre une pierre sur quelque chose un discours édifice. d'auteur, un édifice, je sais pas comment il faut le dire. Une pyramide. Oui, c'est ça, l'œuvre de ta vie. Ouais. Et Oui, c'est Ted comme tu reste, disais, c'était difficile de passer après Ted, en fait, dans le de Coco. Mais voilà, tu t'es constamment réinventé. Ouais. Franchement, oui, C'est une d'où réinvention, les voilà. styles différents, d'où l'autre, c'est pour jamais me retrouver à faire un tête de Coco bis ou à essayer de retrouver cette gloire. Donc non, je pense que j'ai plusieurs flèches à mon arc. Et donc justement, Vicage Dorasso, ou ce genre de commande m'a permis de rebondir sans me prendre la tête, sans avoir de pression forcément, parce que il fallait juste que je me retrouve un peu après ça. Ouais, puis de digérer peut-être aussi un petit peu le succès que tu as eu comme ça. C'est super important de digérer. Mm. Tu pètes mieux. Et tu fais mieux Tu caca pètes aussi. Ouais, bah ouais. Quand on est- Exact. Tu vois, tout est lié. Bah, c'est la vie au final, ce dont on parle. Hein. Genre le caca, le sexe, tout ça, c'est la vie au C'est final. la vie. C'est le C'est cycle. l'essence de la vie. Mais je me demandais, tu disais que c'était genre open bar chez le requin marteau, mais est-ce que toi tu t'es réfréné ou tu as eu des envies ou tu t'es censuré toi-même Franchement, je ne pense pas. Attends, On dirait pas. Hein, Non, mais à la on sait lecture, jamais. on dirait Hein, pas, mais voilà. Est-ce que tu voulais ben aller non, plus même loin les gosses, putain, c'est deux frères. Alors moi, la scène, je sais pas si je peux la décrire, mais vous la montrez, mais t'as un singe et un handicapé là, qui n'a physique sur un arbre avec une jambe de bois. On spoil un peu là. Et là, tu vois, mais je me revois, je le dessinais, j'étais mais Émilie, mec, enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi? Est-ce que tu Ce personnage est particulier. Ah, moi, je les adore. Ouais, c'est mon couple favori. J'étais très attachée à eux. Enfin bref. Mais pareil, oui, c'est une scène où je la relis et je ris bêtement parce que jamais de ma vie je me serais dit tiens, un jour tu vas dessiner cette scène-là, quoi, pour le plaisir. Oui. Et j'ai adoré. Bah d'ailleurs, puisqu'on en parle de Candace, c'est aussi mon personnage préféré. Alors évidemment, on peut rien raconter sur ce personnage, parce que ça fait aussi partie de l'intrigue. Mais comment t'es venue l'idée de ce personnage? Parce qu'en vérité, c'est le personnage qui a le plus de background. Ouais. De l'histoire. Alors, une vraie gravité. On connaît moins de choses du passé de Sam, par exemple, qui est l'héroïne. Que de Candace. Que de Candace. Ouais. C'est complètement vrai. Et là, j'essaye de me souvenir, mais pour le coup, elle devait juste être au début. Donc, tu as ce début où Noé, ça je le raconte peut-être, mais elle fuit parce qu'elle veut absolument pas construire la base humaine avec de l'inceste. Bref, et Noé a déjà un peu son équipe de méchants animaux, et Candace en fait partie. Et là, je me souviens, il fallait que j'en choisisse un. Donc j'avais l'alligator, j'avais le gorille, j'avais le nazik. Et puis, alors je suis tombée le nez. Enfin, tu fais ce que tu veux avec le nez d'un nazik. Donc je me suis dit bon c'est parfait. Des choses à Ça, faire. c'est un des trucs qui me plaisait, c'était que les boss
du chameau devienne des seins. Et ça vient d'un truc que j'avais fait. Oui, des seins tombants, ça peut être des petites bites. Enfin, de trouver, toujours un peu cette idée subliminale que même dans l'animal, tu peux trouver des formes érotiques. C'est très égocentrique. Mais c'était un plus pour le dessin. Et surtout, je me souviens de ce moment où le singe était gris. Et puis j'ai osé, c'est là que j'ai commencé à changer toutes mes couleurs sur Photoshop une fois que tout était fait, en me disant c'est pas assez pop pour moi, je vais la faire rose, petit clin d'œil à Ted et à mes couleurs presque RVB que j'ai utilisées avec. Oui, il me fallait ce ton pop et donc le personnage se détachait énormément. Et donc moi j'écrivais les grandes lignes, mais ensuite ça a été un peu comme mes autres BD où je me lançais quoi. Et je savais pas du tout le nombre de pages que ça allait faire ou autre, je me suis mis aucune limite là-dessus. Et donc tout ce background qui arrive à la fin sur ce personnage-là, c'est né, c'est arrivé comme ça juste pour la conversation, pour combler et pour montrer un peu une intimité entre ces deux personnages. C'est comme ça que tu t'attaches peut-être le plus aux gens, c'est en leur donnant une vie quoi. Tout. Ouais, complètement. C'est l'effet que ça m'a fait, en tout cas la lecture. Moi je l'ai plus apprécié la deuxième fois. La première fois que je l'ai lu, ça me fait toujours cet effet-là avec tes BD, c'était genre j'avais l'impression d'avoir pris un ride. Ah oui, parce qu'il y a déjà ça, plus en plus le sexe dessus. Oui. Et puis la deuxième fois, quand je l'ai relu, là j'ai vu les petites vannes dans tous les coins, les petites subtilités, j'ai plus apprécié l'histoire aussi. Et puis c'est même encore en discutant avec Laurent que j'ai encore découvert une nouvelle couche, etc. Et donc, trop bien. Je veux savoir. On va en parler. C'est une grosse mouche. Grosse mouche à merde. Un teint, comment dire? Non, c'est une mouche. Voilà, les animaux sont avec nous aujourd'hui. Oui, ils nous écoutent. Une mouche drosophile. C'est ça. Alors, moi, j'avais, en faisant mes petites recherches, j'avais vu une petite critique sur Planète BD qui disait, c'est Benoît Cassel. Tu connais Benoît Cassel ? Non. Maintenant, tu vas le connaître. Qui dit « Quelques dialogues savoureux et situations au-delà du burlesque permettront néanmoins aux athées et aux anticléricaux de s'amuser de ces galipettes foutraques qui, malgré la pornographie ambiante et explicite, n'ont strictement rien d'excitant. » Oui, trop bien, c'est exactement ça que je voulais. Ça te plaît ? Oui. Il a tout compris. Voilà, c'est bon, yeah. Non, c'est vrai que c'est peut-être un des premiers BD qui n'a absolument rien d'excitant. Si ce n'est le moment avec la jambe de bois, ça j'adore. Non, je rigole. Est-ce que c'est vraiment un problème que ça soit pas excitant, ce bouquin? En soi, voilà, encore une fois, pour moi, le cul ne représente pas que l'excitation, quoi. Oui, voilà. C'est l'angle. Qu'il en fallait peut-être. Et je me demandais, est-ce que tu as une anecdote amusante ou drôle ou je ne sais quoi de ton processus de création de cette BD? Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on fait une BD cette trempe-là. Est-ce que tu as un souvenir comme ça où tu te dis, un moment dont tu te souviens dans ton processus de créa? Je vais le refeuilleter, je pense que je suis très visuelle, donc je me souviens que comme ça. Les fourmis, tout bêtement, je me souviens... Oui, les fourmis. J'adore les textes en rime, mais c'est vrai que j'essaie toujours d'en mettre dans mes BD jeunesse ou adultes. Bref, les fourmis arrivaient parfaitement. Alors, pour la blague, je ne sais pas si c'en est une, mais les fourmis, j'avais fait des planches de recherche où elles avaient toutes des baskets, 3 yeux, enfin, elles étaient stylisées, quoi. Elles avaient même des salopettes, etc. Et je suis arrivée à ce moment où en fait j'ai vu c'est pas une fourmi que tu dessines, du coup c'est une foule complète et j'ai ce côté un peu paresse. Je sais pas si je peux l'employer comme ça, où j'étais là, tu sais quoi, je vais jouer là-dessous. En fait c'est des gros ronds jaunes fluo quoi, et très années 70, tu vois, qui rejouaient avec les couleurs et c'est pas que je voulais pas me prendre la tête, mais je voulais vraiment avoir cet effet de masse et que ces fourmis en fait n'aient rien à voir avec le réalisme que peuvent avoir les autres animaux. Et qu'elle représente un tout, quoi. Donc c'est même pas de la paresse. Ouais. Je pense que ça aurait été illisible vu mon style de dessin et le format d'essayer de rendre quelque chose de ça réaliste. Contribue au côté foutraque qui va dans tous les sens. Oui, complètement. Et qui allait bien avec les couleurs latentes du projet. J'en vois une qui fait un gros câlin des personnages, c'est trop drôle. Alors la fin était venue très vite pendant le scénario aussi. Il me fallait comment finir cette épopée, cette guerre, etc. Et je cherchais à faire une critique aussi. Alors elle est peut-être très très petite, mais sur comment on dit, tu sais, les vaches et les cochons et tout ce qu'on met dans des enclos et qu'on mange alors qu'il y en a beaucoup et qui prennent tout l'eau. En fait c'est super écologique. C'est vrai, pas de couche. Parce que les deux frères ont une passion pour les animaux. Je sais plus comment on dit, les bovins et le bétail, quoi, tout bêtement, et pas les animaux sauvages. Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte que tous les animaux que je dessinais étaient tous en voie de disparition. Et c'est vrai qu'ils sont zoophiles domestiques. Oui. On peut les appeler comme ça. Voilà, exact, ouais. Les animaux. Oui, putain, voilà. C'est exactement l'idée. J'ai pas mis de chien au chat, mais c'est ce qu'on mange. Mais
Ils sont comme ça, les deux frères. Mais ce qui ressort du coup dans tout ce que tu racontes, c'est qu'au final, c'est un grand amour pour les animaux qui te motive. En fait. C'est vrai. Et justement, parce que ça peut repousser le côté zoophile, justement, mais quand on a le contexte, justement, ton contexte, ton regard sur les animaux, etc., c'est intéressant, quoi. C'est pas juste pour faire n'importe quoi. Non. Là, je voulais parler des animaux sauvages qui disparaissent absolument tous, un par un. Enfin, tu sais, j'ai cette notif qui me dit, cet oiseau de plat patille est mort, il n'y en a plus, etc. Et qu'au contraire, il n'y a jamais eu autant de vaches ou de chiens sur la Terre. Et c'est encore une fois l'humain qui est derrière ça. Tu espères quoi pour les lecteurs qui le liront, qui refermeront le... Qu'ils arrêtent de bouffer de la viande. Non, pas du tout. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Qu'ils le lisent aux chiottes, quoi. Oui, d'une part, évidemment. Ça, c'est un challenge. À voix haute, qu'ils le chantent, avec un accent russe, pourquoi pas. C'est toujours plus drôle. Non, je rigole. Mais non, j'ai pas envie de donner de leçons non plus. C'est peut-être ce que j'ai fait avec Ted ou autre, où tu lis un truc, et si jamais tu as cette petite clé qui te dit « Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est pas juste de la blague que ça les fasse réfléchir ou non, au moins j'ai mis mon message, s'il est pas perçu, c'est pas de ma faute. » Un peu quand même. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Alors, Laurent, il est hyper branché cinéma. Ok. Ça m'arrive. Ouais, très très branché cinéma. Et je pense que tu avais quelques questions à ce niveau-là. Oui, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est tu as une influence des Monty Python, certainement. Un peu, un petit peu, voilà. Parce qu'en fait, quand Dieu arrive et qu'il écarte le ciel, bien sûr. On retrouve vraiment les animations de Terry Gilliam. J'entendais la voix. On voit même son cul à un moment, il se retourne et on s'habite et tout. C'est super rigolo. Si tu peux nous raconter un petit peu ton expérience des Monty Python. C'est vrai que, alors ça c'est pour l'anecdote, je me souviens que j'étais encore au lycée en première et j'avais reçu à Noël de Monty Python Flying Circus. Et j'étais là, un truc de vieux en plus en anglais. J'ai lancé le premier DVD et je me suis marrée, mais à pleurer. Ensuite, j'ai déprimé à fond en me disant, mais attends, tout a été fait, l'humour, pourquoi j'existe, je peux rien amener de plus à ça, quoi. Je pense qu'on a tous ressenti ça quand on a découvert les Monty Python et qu'on n'était pas de l'époque. Ah ouais, non, mais quelle claque, quoi. Bon, voilà, ça c'est vraiment mon point de vue des Monty Python. J'ai plus de mal avec les films de Gilliam tout seul. Pour ainsi dire, je déteste, en fait. Je n'y arrive absolument pas. J'ai beau essayer le Baron de Munchausen 3 fois. D'ailleurs, ce qui est rigolo, je crois qu'il y a John Moi aussi, je suis pas très Gilliam. J'ai du mal aussi. Ouais. Il y a John Cleese, en fait, qui est interviewé. Et on lui posait la question de savoir qu'est-ce que ça vous faisait à l'époque de travailler avec un Américain qui était un petit peu en dehors de votre groupe comme ça. Et comment vous faisiez pour avoir cette cohésion. Et John Cleese dit, on n'a jamais rien compris à ce que faisait Terry Gilliam. Il faisait ses trucs de son côté, on faisait nos sketchs. Et puis en fait, on assemblait tout à la fin. Voilà. Ok, ah oui, d'accord. Donc en fait, ce qu'on peut penser comme une espèce de méta écriture, en fait, elle n'existe pas. En fait. C'était juste ça me semble la logique, confrontation qui faisait que ça faisait cette explosion. Tu vois Vite Brian ou autre, c'est vrai que tous les films, Gilliam n'est jamais apparent, si ce n'est dans ses parties. Oui, je pensais des très petits rôles. Ouais, incroyable. Right. Mais ma première influence, et c'est vrai que ça reste pour moi mes films favoris, c'est ceux de Zucker. Est-il un pilote dans l'avion, ce genre d'humour. Ah oui, en fait, oh là 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 là. Et je moi aussi. Moi aussi. Oh là là. On n'oserait plus faire des films comme ça. Non, parce que là, c'est des blagues toutes les 10 secondes. Quoi. C'est des blagues toutes les 10 secondes, et surtout, moi, ce qui me semble important et ce que j'essaye de faire dans mes BD, c'est que c'est des blagues de fond. T'as toujours deux personnages qui parlent, et donc c'est même plat, quoi. Et t'as derrière. Plein de trucs qui se passent. Oui, les personnages, ils croient vraiment ce qu'ils racontent. C'est des grosses conneries à l'arrière. Les gars qui arrivent derrière. Et donc ça, pareil, on l'en ferait plus, je pense. Mais les frères Wayans, quand j'étais petite, tout ce qui est scary movie et surtout là, les fausses blondes infiltrées, c'est un de mes films favoris. Austin Powers, une Goldmember, j'ai dû le voir 60 000 fois. J'ai toujours pas vu ça. C'est infernal. Oui. On a mal pour Austin Powers pendant tout le film. En fait, on se dit, mais pourquoi tu dis ça ? Autant chier sur une tortue. J'ai pas la référence, mais j'imagine que c'est dans le... Ouais, bref, donc ça c'est mes plaisirs. On se demandait justement, vu qu'on sait que, parce qu'on a écouté des interviews de toi, que tu travailles avec
il y a des films en des arrière-plan. films, des séries. T'as écouté, regardé quoi pendant que tu faisais l'origine du monstre? Tu fais ça comme si tu écoutais de la musique en fait. Voilà. Alors il faut que ce soit des trucs que j'ai déjà vus, sinon, ou alors des trucs bêtes, quoi, des sitcoms. Alors c'est quoi ta playlist de l'origine du monstre? Ah waouh. Vous allez être déçus, je pense, parce que du coup, ça a été un confinement où on était 6 à la maison et donc je n'avais pas de bureau, donc je travaillais dans le salon et je pouvais pas me permettre de regarder des films. Playlist. Donc, non, c'est vrai que là, ce qui me vient, c'est plutôt les séries dans lesquelles j'ai vraiment l'habitude de bosser. Mais depuis que je suis étudiante, j'ai des séries d'amour que je compte regarder pour mes prochains ancrages. C'est souvent Desperate Housewives ou Dexter. Ou là, on s'est remis How I Met. Oh mon Dieu. Donc, je ris et je pleure maintenant en même temps que cette série. Elle est excellemment bien écrite, mine de rien. Mais voilà, parce que je les connais, parce que je les ai déjà vues 6 fois, le fait de ne pas voir l'image me dérange pas. Oui, mais ça me rassure parce que je redécouvre les voix. Des fois, j'entends même des blagues ou des dialogues que j'avais ratés et je sais plus avec quelle série c'était, mais un truc que j'avais toujours regardé en dessinant. Cette phrase est nulle, mais la regarder sans rien faire, du coup j'étais là, putain, mais j'ai rien compris en fait, et j'essaye de parer à ça et de mettre maintenant des podcasts, la radio ou autre, parce que je trouve que c'est devenu un peu plus parasitaire maintenant qu'il faut que je réfléchisse à un scénario, tout bêtement à faire des trucs où Les films te parasitent plus que la radio ou alors le podcast? Parce que tu dois quand même te concentrer pour écouter la radio ou les podcasts, non? de la musique ou des trucs du genre, quand Ouais, j'encre ou quand je découpe par exemple, je mets des podcasts et des radios. Sinon, maintenant, je mets des musiques sans paroles. Du yodel ou des trucs du genre. T'écoutes quoi en podcast? Juste par curiosité? Sens créatif, évidemment. Mais bien sûr. Mais... Il l'a placé. Arte Radio, ces trucs, podcasts, les podcasts de France Inter ou de France Culture. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des trucs. J'adore la bande originale, j'avoue. Je suis à 11h sur France Inter pour écouter Nagui que j'aime et Daniel Morin qui est l'homme de ma vie. Où je ris à ça. C'est déjà passé sur France Inter, je crois. France Culture surtout. France Culture. Alors, ouais. France Inter, non, je pense pas. Non, c'est pas France surtout Inter. France Culture qui m'invite. Ce qui est étonnant parce que j'ai quand même l'antithèse de France Culture. Mais en parlant de culture... La minute culture générale, est-ce que tu en as déjà mentionné 2 tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous partager tes 5 auteurs, autrices ou BD érotiques préférés, ou qui t'ont marqué, ou tu vois, qui sont un peu des références pour toi? À part les BDQ, j'en ai lu aucun, quoi. Ah oui, alors ton top 5 des BDQ. Alors je sais que c'est pas vrai. Je sais que Émilie ne nous dit pas toute la vérité. Comment? Parce que il me semble. Il me semble que quand tu étais plus jeune, tu as découvert Lolo et Sucette. Ah putain, oui, bien sûr. Il faut absolument que tu nous en parles. Oui, alors est-ce que c'est oui. Alors ça, Lolo et Sucette. Ah oui. C'est un peu c'est là que tu as commencé. Et c'était au chiottes de ton grand-père. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une bonne histoire. C'est à Borieux, près de Louvain. Donc tu débarques dans les chiottes et tu tombes sur les BD de Yann et Hardy. C'est l'origine de l'origine du monstre en fait, les chiottes de ton grand-père. C'est une mise en abîme. C'est ça. Mais oui, non, exactement. Une des premières BD à laquelle je me souviens avoir lu, c'était, donc j'avais 6 ans, 6-7 ans. Et, t'as lu 6-7 ans, d'accord. Ah, mais c'était, j'apprenais à lire, quoi. Donc, je prends une BD entre deux Lucky Luke. Oui. Ah, t'as le petit Spirou qui m'a vachement marqué quand j'étais jeune. Évidemment. Mais Lolo et Sucette, je me souviens que je lisais, tu sais, en butant sur les mots et tiens, ton tampon, il est où? Et je comprenais rien. Faut qu'on explique quand même pour les auditeurs et les auditrices. C'est une vieille BD. Deux péripatéticiennes. 2 péripatéticiennes, merci Jérémy de m'avoir repris. Et on suit en fait leurs aventures sous forme de gags. Faut savoir que Hardy en fait est l'auteur de Pierre Tombal, qui est très connu. Des gags en une page. Oui, et un humour un peu plus. Voilà, un peu noir. Ouais, c'est ça. Et donc vas-y. Oui, et donc. Et c'était plus, je sais pas quoi en dire vu que j'étais enfant et que c'était juste lire des BD, mais maintenant que je l'ai relu plus tard, j'étais là, oui, j'ai en fait, pareil, rien compris aux blagues, ni à ce qu'étaient ces femmes, dans quoi elles travaillaient, le milieu, rien de tout ça. Et, mais suffisamment pour t'en souvenir, elles t'ont marqué quand même. Elles m'ont marqué, alors la couverture, je sais pas si tu te souviens, c'est vraiment elles deux, qui débordaient. Et l'autre elle avait des cheveux superbes, je voulais trop être elle. Mais non, je me souviens qu'il y avait une fille qui parlait de la fête des pères et elle avait genre 60 cadeaux à faire parce que c'était tous les hommes que sa mère voyait et je comprenais rien à la blague et genre d'humour drôle, quoi. Enfin, je sais pas comment finir cette phrase, mais que ça m'avait marqué plus par le dessin et ces meufs, quoi, qui étaient. Et le dessin de Hardy, il va aussi dans tous les sens. Oui, il est complètement dingue. Complètement.
Le petit Spirou, donc c'était plutôt après où c'était quand même très sexué quoi pour moi. Ça l'est vraiment. Constamment et complètement. Et donc je le lisais et je détestais Petit Spirou. Je le lisais pour le prof de gym. Oui. Et puis. Mais Fluide Glacial quand j'étais jeune, je me souviens en avoir acheté un à 17 ans et je le cachais parce que t'avais ces moments Pépé. Lubrique, non c'est quoi le vieux mec dégueu dans Fluide Glacial. J'ai jamais vraiment lu de Fluide Glacial, c'est pas ma culture. Bon il y a un vieux monsieur, il y avait tous les Tronchets où ça parlait toujours d'Izzy. Enfin, les Tronchets, c'est bien sûr. Et donc je les ai relus maintenant, j'étais là waouh, c'est ça qui me choquait. J'étais vraiment bébé quoi, mais peut-être que ça a changé aussi, je sais pas. Je trouve que Fluide Glacial maintenant c'est un peu plus diversifié. Dans mes souvenirs c'était très axé cul tout le temps. Oui. Et c'était. Et dans les dessins avec beaucoup de protubérants, je crois que tu aimes beaucoup Edika aussi. Oh mon Dieu, bien sûr. J'aurais pas dû le dire, Edika, ah oui. C'est parti pour une heure de podcast. Allez. Edika, oui, pareil. Donc c'est peut-être là que je l'ai découvert. J'étais jeune et j'allais au CDI et je prenais tous les Edika et je les mangeais. Je sais pas comment le dire autrement. Je respirais même pas et je riais. Comment s'appelle son héros encore moi, je sais le pas. héros. Il y a Clark Gable et il y ça, a ça c'est le chat. Alors j'ai une mémoire de merde, mais non, je sais pas. Pour nos jeunes auditrices, auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que faisait Edika quoi, voilà. Alors c'est souvent aussi des strips de plusieurs pages où il reprend toujours ce même personnage qui met dans des situations complètement folles. Et moi, ce qui me plaît énormément dans Edika, je ne cesserai jamais de le rappeler, c'est l'oralité qu'il arrive à mettre sur une planche 2D. Quoi. J'ai l'impression que j'étais avec ces personnages, je ressentais tout. Je le disais à voix haute, je le chantais quand il fallait. Enfin, c'est une pièce de théâtre en tant que telle, et je trouve que c'est un maître là-dedans. Son idée des chutes. Donc évidemment, on peut pas parler d'Edika sans parler de ses chutes, mais elles sont toujours très bien maîtrisées, mine de rien, pour être mal faites, quoi. Enfin, c'est un stress que j'avais beaucoup. Moi, c'est comment finir la page, que ça arrive toujours à la fin du carré droit en bas. Enfin, c'était un stress complet. Et Edika m'a un peu décomplexé là-dessus. Comme quoi, en fait, tu fais ce que tu veux encore une fois dans la BD, et c'est génial. Donc maintenant, j'essaye de quand même toujours jouer à l'effet Tintin, c'est comme ça que je l'appelle, où à chaque fin de page, tu as toujours cette idée envie de tourner la page. De la tourner, et c'est quand même important dans un milieu où en fait, c'est le lecteur qui choisit la lecture. Il faut toujours un peu le nourrir. Mais non, c'est vrai qu'Edika reste ma référence ultime, je pense, dans la BD. Ouais, et puis Yes. Oui, yes. On peut peut-être parler d'Ars Factory puis de. Oui, complètement, Et Émilie aux toilettes. Oui, parlons de moi aux toilettes, évidemment. Voilà. J'adore les toilettes. Je répète ce que j'avais dit. On l'avait dit. Peut-être, ta rencontre avec Ars Factory, Laurent Zorzin. Comment tout ça s'est. Alors, comment la genèse de ça, c'est que depuis que j'ai un iPad, donc depuis 3 ans, j'ai plus touché un seul papier de ma vie, quoi. Enfin, c'était vraiment. C'est plus simple, c'est rapide. Et donc, c'est une facilité qui m'a enfermée dans l'oubli de ce que c'était de scotcher ta planche, de faire un croquis, d'avoir une table lumineuse. Mon Dieu, la matière, la texture, l'odeur, le toucher. Du vrai dessin. Ouais, d'avoir affiché un truc, d'avoir des originaux. Donc, pendant le confinement, je me suis un peu retrouvée au chômage technique. Et plutôt que d'essayer de faire un énième projet BD, je me suis dit, je vais revenir à la peinture. Essayer aux couleurs, à la compo, essayer de, sans me prendre la tête, faire dessiner un peu ce que je vivais pendant le confinement. Donc c'était surtout des mecs dans des canapés, quoi, qui jouaient aux jeux vidéo. C'était pas énorme, mais au moins ça me faisait la main sur retrouver ce plaisir qu'était de pondre un truc. Et puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais envie de me peindre aux toilettes. Donc j'ai fait un tout premier, mais c'était en novembre, c'était il y a longtemps. Et j'ai aussi réalisé que tu n'avais jamais de portrait depuis. Tu sais, tu vas au Louvre, jamais tu vas voir un mec sur les chiottes, quoi. Alors que tu les vois dans toutes les positions possibles, sur des chevaux. Enfin, il y a toujours des scènes de vie, je ne sais plus comment ils appellent ça, quotidiennes. Mais voilà, pour moi, c'est un gros manque dans l'histoire de l'art en général. C'est que jamais quelqu'un s'est fait autoportrait. Pourquoi pas le toilettisme, pas moi qui le dis. Le toilettisme. Excellent. Mais là, j'aimerais bien, je sais pas si les gens seraient intéressés, mais que je propose à faire des portraits de personnes aux toilettes. Tu avais lancé sur Instagram un petit concours, non ? Envoyez-moi des photos de vous ou quelque chose. T'avais pas fait ça ? Alors j'avais fait ça, mais c'était plus donc dans l'idée confinement, plus que les toilettes. Moi, c'était avant le salon, donc j'aimais bien qu'ils m'envoient tous des objets de leur salon et que j'essaye de composer un truc qui soit un portrait que tu puisses afficher, quoi. Pas aux toilettes souvent. Et le mien est né parce que j'avais déjà assez dessiné les murs de mon salon, je pense. Enfin, encore une fois, juste pour changer d'air. Et c'est là que j'ai réalisé donc, que toutes les toilettes sont différentes, que si tu vas chez les gens, patati patata. Donc je me suis commémoré. Ouais. Je me suis rappelé toutes les toilettes
incroyables que j'avais pu voir dans ma vie et ou alors toutes les choses que j'ai pu vivre dans des toilettes. Donc là, je suis devant le dessin de la cagole. Oui, les toilettes peuvent être aussi dans la nature. C'est quand même des moments très forts. Tu connais le livre Tu peux aussi te regarder dans les toilettes. Faut avoir son reflet dans les toilettes. Et comment chier dans les bois. Tu connais ce bouquin? Non. Ah ouais, voilà, c'est un truc scout. Faudra que tu ailles voir comment chier dans les bois. Sans humour, ça t'explique vraiment comment faire? Je sais pas, c'est un copain à moi qui feuilles. Alors je connais les feuilles. Je pense qu'il y a de l'humour pour avoir un titre pareil. Oui. Il faut qu'il y ait de l'humour. Comment déféquer dans les bosquets. Oui. C'est l'heure. Déjà? Okay. Non, c'est l'heure du boxon. Ok. C'est l'heure du boxon. Allez, vas-y. Oui, c'est l'heure du boxon. On fout le boxon. C'est parti. Alors, on a une petite boîte cette saison. Et dans cette petite boîte, en fait, il y a 21 questions. Et on va demander à nos invités d'ouvrir la boîte et de tirer une question au hasard. On ne sait pas laquelle. C'est ta question à toi. Mais tout est dans Alors sache qu'il y a des questions hasard. qui sont sur la créativité, des questions qui sont sur la transcendance et des questions qui sont sur le chaos. Mais que veut dire transcendance? On verra. On verra. Mais ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Ok. T'inquiète. J'ai peur de pas savoir répondre. C'est pas grave. Ok. Je prends celle-là. La question. Voilà, c'est celle que tu as choisie. Je la lis à voix haute. Elle est super celle-là. Qu'est-ce qui est pire pour toi, la peur de l'échec ou le regret de ne pas avoir essayé? Énorme. Ah bah voilà. Alors attends, j'essaie de la mettre dans mes mots. Ce que je ne veux pas vivre, c'est l'échec ou ne pas avoir essayé et regretter, c'est ça? Mais je pense que... alors ouais, vous parliez d'échec avant en off, et c'est vrai que je réalise maintenant avec du background que peut-être ma carrière est très jeune, mais j'ai pas forcément vécu d'échec. Et là, en ce moment, je vais pas trop en parler parce que c'est actuel, mais je crois que je vis le plus gros échec de ma vie sur un projet BD. Et j'ai mis 2 ans à le réaliser. Donc en fait, pendant 2 ans, je me suis permis de me maltraiter physiquement et psychiquement pour quelque chose qui, en fait, j'aurais pu dire stop dès que je le sentais mal. Et c'est pas que je regrette, je pense que ça m'a fortifié. Maintenant, j'ai plus tendance à dire ce que je pense, à avoir un avis, à m'imposer, à me dire, à garder la place à laquelle je suis, à ne pas m'effacer comme je peux. Donc ouais, ce qui est pire pour moi, c'est le regret de ne pas avoir essayé, dans le sens où que ce soit mauvais, bien ou autre, une expérience, même si elle est terrible, va toujours... comme Nietzsche disait, on ne meurt pas, on devient plus fort. J'ai fait une citation d'un philosophe, mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. L'opium du peuple. Mais tu veux dire que tu as bossé 2 ans sur une BD, t'as su en amont que potentiellement c'était peut-être un mauvais chemin et t'as pas J'ai su en amont, mais j'ai pas osé parce que j'étais dans une situation où je portais le fardeau de tout, des 2 côtés, enfin de tous les côtés, bref. Dans ta vie perso, dans plein de choses Ouais. Enfin, en gros, c'est... non, c'est vrai, j'ai pas envie d'en parler. Non, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois. En gros, ouais, je me sentais coupable de tout ce qui se passait. Je pouvais pas imaginer que ça puisse être quelqu'un d'autre, et donc plutôt que de crier en lanceur d'alerte et qu'il y a un problème et d'essayer que tout aille mieux, en fait, je me suis enlisée dans un truc où ça allait mal, c'était de ma faute, il fallait que je le cache, et en fait, ça m'a rendue malade, littéralement. Très vite et plusieurs fois, parce que je l'ai refait et refait en voulant juste une chose, c'était en finir. Ouais. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir dire stop, surtout quand on travaille en équipe. Et donc, j'ai réalisé aussi... Je travaille en équipe maintenant depuis 1 an, j'ai plusieurs projets, et ça, je l'avais jamais vécu. Et donc, c'est toujours... Bon, c'est grâce à Pixar, j'ai eu des cours sur le pitch, sur les retours, enfin, quand on te dit un truc, et que c'est super important déjà d'être égal, en fait, avec la personne avec qui tu bosses. Sinon, dans tous les cas, ça ne marche pas. Et donc ouais, j'ai appris énormément, mais je ne voudrais plus jamais revivre ça de ma vie. Ouais. Voilà. Donc, du coup, en général, c'est le principe d'une leçon, quoi. Exactement. On va pas la refaire l'erreur 2 fois. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça va, quoi. Et voilà, mais tu connaissais pas, et là, t'as vécu. Mais je n'ai aucune... Ouais, non, c'était terrible. Non, mais de toute façon, tout le monde passe par là à un moment. Surtout que la BD est un milieu que je connais, et que là, je l'ai découvert sous un autre pan. Il y a beaucoup de pression aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup les petits éditeurs. J'aime beaucoup me sentir très ami, en fait, avec les gens avec qui je bosse. Mais quand tu l'es un peu trop, c'est vrai que ça peut très vite dégénérer aussi, quoi. Donc, ouais, maintenant... Il y a une sorte de désillusion, en fait. Entière. Ah oui. Ouais, oui, non, j'étais au point de vouloir arrêter la BD parce que ça me semblait être beaucoup trop... Parce que c'est là-dessus qu'on s'est quitté la dernière fois, il y a 2 ans. Tu me disais genre... Dessus, bien sûr. C'est vrai, tu étais déjà dessus ? Sûrement, oui. Non, oui. Ah ouais, ça a été un long chemin un peu... Ah, c'était horrible. Donc là, je fais tout pour que ça se finisse bien et que ce soit pas qu'un mauvais souvenir, quoi, qu'il en ressort quand même quelque chose de bien, vu que c'était un projet que je considérais comme celui de ma vie. Ah oui, à ce moment-là. Ouais.
Là, j'en ai trop dit et tous les gens savent de quoi je parle. Ah non, J'ai moi, pas envie d'en parler pas plus. du tout. Mais peut-être tes proches, quoi. Oui, Ouais. au moins. Ben écoute, je pense qu'on peut, tu sais, aller vers. Je t'ai quitté la dernière fois. C'était quoi ton souhait pour l'avenir? On s'est retrouvés. Bah, tu m'avais dit justement la bande dessinée. Je suis trop contente. J'ai envie d'en faire toute ma vie. Je suis trop contente. C'était vraiment ce côté. Je vais faire de la BD toute ma vie. J'étais jeune. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est Et puis il y a bien eu d'avoir 3 confinements et Ouais. des expériences qui se sont passées. Ben, Une BDQ. Alors là où j'en suis, c'est vrai que la BD, je trouve ça génial, mais ce qui me plaît dans mon milieu et dans mon médium et aussi dans ce que je peux faire, c'est que je peux toucher à tout. Là, par exemple, je sais pas si j'avais fait 2 fresques pour un musée, j'ai réalisé que voilà, on a un énorme espace, tu peux raconter autant d'histoires qu'en 120 pages. C'est un temps différent. Moi, la BD, ce qui me dérange le plus, c'est de passer plus d'1 an sur un truc. Ouais. Ça me rend folle. Enfin, moi, je me lasse moi-même oui. quand je parle. Donc, t'imagines quand je dessine, j'ai tendance à ne plus aimer mon début quand je le finis, quoi. Donc, c'est pour ça que la presse, je trouve ça génial. Ouais. L'animation, là, c'est quelque chose où bêtement, peut-être aveuglément, je me lance. Donc, j'ai eu une résidence à Angoulême qui mêlait le CNC et la Cité de la BD, où ça a permis à 5 auteurs et autrices d'amener quelque chose, un projet. Donc moi j'ai pris tête dans le coco pour un projet cinéma ou télévision, audiovisuel, et j'ai eu 3 semaines incroyables où j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas mais que je connais par cœur, un petit écran qui est le cinéma, et donc voilà, tout ce qu'il y a derrière, c'est un autre monde, c'est incroyable, enfin c'est fou quoi, mais je crois que j'ai cette motivation de vouloir redonner vie dans un sens à TED, qui est quand même une partie de moi et une partie de ma vie qui est vraiment importante, et que j'ai envie de pouvoir l'étendre à un médium plus large que celui de la bande dessinée. Tu pourrais imaginer d'être réalisatrice et que l'idée. TED, dans le de Coco, puisse être adapté au cinéma avec des acteurs. C'est Est-ce que c'est quelque chose qui ferait sens pour toi ou pas du tout, jamais de la vie? Alors, ce qui ne fera jamais sens pour moi, c'est peut-être de le faire en image de prise de vue réelle. Parce que merde, regarde mon dessin. Oui, bien sûr. Ce serait, enfin, ça donnerait, je pense, un film horrible. On pourrait te proposer. Avec Jim Carrey peut-être. Oui, là on parle. Voilà. Non, alors moi je pensais aux voix par exemple. Je me dis tiens, la voix de Ted. Donc, j'ai évidemment Lacoste, Vincent qui me vient en tête, mais parce que ça irait. J'ai Esteban que j'adore, mais sa voix est peut-être trop définie. Trop marqué aussi. Et puis j'en suis pas là, donc je me suis vite arrêtée de idéaliser. Donc t'as proposé ou t'as eu des Non, là. Okay. Donc en fait les 3 semaines, ça a été surtout adapter en fait une BD et des images à l'écrit, donc un scénario, un séquencier, un pitch, un traitement, donc tous ces mots que je connaissais pas. Trouver l'animation, comme tu la veux. Moi j'étais là 3D, 2D et 2D évidemment. Les couleurs, elles sont bien en BD, mais 1h30, les gens ils vont ressortir aveugles, quoi. Donc, tu demandes à Gaspard Noé. Non, fini les films de Gaspard Noé. Fini. Et oui, j'ai Climax en tête. C'était la pire expérience de ma vie. Exploser les yeux. Peut-être que ça pourrait se faire un jour. Maintenant, en fait, là, je me retrouve face à l'idée d'aller chercher des producteurs. Donc c'est. Donc c'est quand même. Mon dossier est là, bien sûr. J'ai un extrait de scénario, j'ai même un storyboard, des extraits de tout pour montrer. Ça a été une résidence super pour le coup. Donc voilà, j'ai 20 pages. Le prix Angoulême, le prix Annecy, ce serait super. Arrête, rougis. Non. Bref, mon rêve. Enfin voilà, ce sera peut-être mon prochain rêve maintenant, c'est d'aller au-delà de la BD, de faire autre chose, mais toujours dans cette idée de création et un spectacle et de liberté. Peut-être un jour. Non, je suis pas très spectaculaire. Une comédie musicale. Comédie musicale. Oui. Voilà, parfois on voit la réaction genre non. La comédie, opéra rock, moi ça me plairait bien. Mais non, je préfère être toute seule quand même derrière un écran à faire mes trucs plutôt que de superviser une équipe de 80 personnes, même si le cinéma s'apparente à ça. Ouais. Donc je sais pas dans quoi je me lance, mais je suis motivée et je me suis dégagé le temps qu'il faudra pour faire ça. Les fresques, mine de rien, j'ai adoré peindre vite. Ça, j'adorerais peut-être faire un mur complet. On en a une là, juste là. Il y en a une là, oui, je suis très contente que ce soit de la radio et pas une vidéo. C'est la toute première fois. Alors, tu remarqueras que le mur est en crépi. T'avais quel âge là? Oui. 17-18 ans. Ah ouais. Bon, on est sur terre sacrée là. On est devant Lascaux. Je me suis lancée, donc là il y a un chien et un ours, tous les deux en sous-vêtements et qui se courent. On pourra le prendre en photo pour montrer. Non, ce sont des animaux en bikini. J'avais pas calculé. Il n'y a pas de prout, ni de caca. Non, parce que. Ah oui, ah putain, mais prout là. Oui, il y a juste un énorme romarin dessus. Mais oui, le romarin qui cache le prout. Je vais dévoiler. Eh bah oui.
Même que confirmé. c'est ça qui l'a Déjà fait à 16 voler. Attends. Génial. Voilà, donc t'as un espèce de panda qui vole en pétant pendant que l'autre court sur des feuillages. C'est ça. J'étais jeune et c'est surtout le mur de mes parents, donc non, j'avais pas le droit de faire autre chose que des trucs mignons. Mais le choix des couleurs, je me souviens très bien, on était à Leroy Merlin et j'ai fait prenons gris et rose, alors que l'horreur. Je sens le romarin maintenant. Oui, ouais, t'as vu la taille? Je peux Énorme. vous faire une Il est tisane énorme. quand vous voulez, les mecs. En parlant de tisane, on va en prendre une, mais est-ce qu'avant de nous quitter, tu pourrais nous chanter la recette de la blanquette? Oh oui, sur Jean Schreck? Ouais. Oui. Ok, oui, alors oui. vas-y, bien sûr, avec plaisir. La chanter, mais je chante très faux. Mais Ah, comme On va t'accompagner. ok, alors Enfin, on va faire vous les allez chœurs. harmoniser. Je l'ai jamais fait en chantant. Allez. La recette de la blanquette. Ok. Mettez une grosse casserole sur votre tête et criez bam bidouam bam bam. Parfait, la casserole est optimale. Tout bidou bidou. Prenez 3 avocats. Oh, enchanté, dit l'avocat. Je suis mûr, dit l'autre. Oh. Celui qui perd à pierre feuille ciseaux deviendra guacamole. Shifumi. Oh non, l'avocat perd. C'est mieux avec les images, je pense. Oui, mais les gens iront voir. Oui, Continue. ils auront Jean Schreck devant. Je ne veux pas devenir du guacamole blanquette. À vrai dire, je ne veux pas finir en recette. Ouah, l'autre, ça c'est tous les avocats qui parlent. Si j'ai bien retenu quelque chose de cette histoire, c'est que l'on peut être ce que l'on veut. Donc la crevette lui dit, écoute, on t'écoute. Et là, elle réfléchit, elle dit, j'hésite. Est-ce que je pourrais devenir une mandaline avocat ou un parachute avocat ou une île avocat ou une poire avocat? Et elle devient tout. Donc là, t'as Blanquette, le petit chien cuisinier qui dit « Je pense qu'avec un peu de curry et beaucoup d'imagination, tu feras un joli canoë-kayak. » Ok, je vous fais confiance. Donc là, elle saute dans la casserole. Et voilà, ils sont tous sur le canoë-kayak avocat en train de se dire bien mieux que du guacamole. Et oui, la cuisine, c'est magique. Et il y a un petit blablabla ou un truc comme ça, non? Mais même pas, c'est que du... Ah, Damned. Et après. Non, c'était vraiment qu'au début, c'est pour ça que le chanter me semblait bizarre. Ah là, le bam. Bah, je l'ai fait. Tu l'as fait le Ah oui, bam? oui, Ah ouais, bah, autant je l'ai- pour moi. Tu m'as même backupé, mon gars. Vas-y. Non, mais voilà, merci. Merci Émilie, c'était trop Donc, je ne cool. ferai pas de comédie musicale. Je pense que celle-là, elles sont qu'on Ah, mais peut on a une tirer. bonne démo là. Hein. Merci Émilie. Bye bye. Ciao. C'était notre épisode avec Émilie Gleason. Bon alors Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, la façon dont Émilie nous a reçus, c'était absolument magique. Ah, c'est clair, c'est trop drôle. C'était un peu l'été indien, tu vois. On Ouais. était sur la terrasse. Oui. Ce que les auditeurs savent pas, c'est que c'est la première interview qu'on a fait ensemble. Oui, c'est la toute En première. duo. Exactement. C'est Donc pour pas moi, la- c'était un petit peu le baptême du feu, on Ouais. va dire. Mais ça a été, hein, franchement, Bah oui, avec Émilie, c'était détente. ouais, c'était détente. C'était Ouais. vraiment détente. On a vu sa chambre. C'est Oui. pas mal. On a vu. Mais non, Ok, mais ça reste dans le thème. ça reste dans le thème. On a vu également sa chambre. Ses c'est aussi un petit peu originaux, son atelier, ouais. Et on a vu aussi également des petites sculptures familiales aussi mexicaines. C'était assez étonnant. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. j'avoue. Ouais, si. Voilà, donc c'était C'est vraiment vrai. sympa. Et surtout une fresque qu'elle avait réalisée. Ah oui, on la balancera fresque sur de Insta- jeunesse. On la balancera On la sur balancera sur Instagram Insta. pour que vous puissiez voir. On en parle à la fin de l'épisode, en effet. Et elle en a pas si honte que ça. Non, mais c'est très cool. Très cool. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on vous invite à acheter le livre L'origine du monstre, qui est une véritable expérience à vivre. Une Et- expérience biblique. biblique, mais pas que. Et on vous invite aussi à suivre Émilie Gleason sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ou aller voir son site internet qui fourmille de belles images. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Pauline Rochaud, qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club. Hello, je m'appelle Pauline Oshka, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club. Le Patate Club, c'est une bande de créatifs fédérée par Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. Pour les soutenir, les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès à 1 milliard d'informations, des conversations tout aussi intéressantes les unes que les autres, sans oublier le podcast Les Patates parlent aux patates, un podcast bimensuel en exclusivité sur Patreon, animé par Pauline Doidy et une patate mystère. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. C'est le seul endroit où tu trouveras la solution à tous les problèmes face au syndrome de la page blanche. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Merci de partager cet épisode avec vos amis. Notamment, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. On sera super contents. On vous remerciera pour la vie. Voilà, des bisous.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre. Oui, les commentaires, c'est bien aussi. Ah oui, les commentaires, c'est très important sur Apple Podcast. Parce qu'après, on peut les utiliser. Oui, on pourrait lire des commentaires. Ouais. J'ai fait ça de temps en temps pour le passé. Ouais. Je devrais le refaire. Voilà. On peut lancer un concours. Le concours du meilleur commentaire sur Apple Podcast. Du plus rigolo. Du plus rigolo. Voilà, on est dans un épisode un petit peu déconne. Donc faites-nous un commentaire un peu rigolo sur Apple Podcast. Utilisez vos petites mains et allez nous écrire un petit mot gentil. Et promis, les meilleurs, on les citera en fin d'épisode. Allez, on s'engage. Voilà. Là-dessus. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et aussi sur YouTube, puisqu'on a notre chaîne YouTube. Voilà, sur Instagram, @senscreatif_podcast. Et YouTube, je ne sais plus exactement mais voilà, tout tapez Sens Créatif sur YouTube, vous nous trouverez. Sens Créatif Podcast sur YouTube. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Oui, s'il vous plaît. Tu vas le dire à chaque fois. Oui, je pense. Mais je suis très reconnaissant en fait. C'est super parce que je fais des newsletters que personne ne lit. Donc quand vous lisez, je suis super content. J'allais le dire, c'est vraiment la blague que tu mets à chaque fois. Toutes les infos et les notes de cet épisode sont retrouvées sur senscreatif.fr. Merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. On remercie également Morgane Prudhomme du Studio Module pour le montage de cet épisode. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode de notre hors-série sur le boxon créatif. Oh. Oui, on va parler du jeu, de jouer le jeu du sans-enjeu. Exactement. Ouais, donc c'est un nouveau format, c'est tout nouveau, donc soyez au rendez-vous, c'est la semaine prochaine, vous n'aurez même pas à attendre 2 semaines. Est-ce que ça rappelle un petit peu les monologues du début de Sens Créatif ? Peut-être. Surprise. Voilà. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, Everything